Bienvenue à tous, un numéro d'International exceptionnel depuis Tunis où nous recevons, ou plutôt nous sommes reçus par le Premier ministre tunisien Madi Djebali. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir à tous et toutes. Vous êtes le chef du gouvernement tunisien, comme on dit. Vous êtes aussi secrétaire général d'Ennahda, un parti islamiste tout simplement musulman. On verra ça avec vous dans quelques minutes. Merci de nous accueillir donc ici au Dar El Bey, à la Casbah de Tunis, le siège du Premier ministre. Pour vous interroger avec moi, Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Et Isabelle Mandreau du journal Le Monde. Bonsoir Monsieur Djebali. Bonsoir. Madi Djebali, vous êtes chef du gouvernement depuis 6 mois. Vous avez passé 9 ans en France dans les années 70. Avec votre diplôme d'ingénieur en poche, vous êtes rentré en Tunisie. Vous êtes devenu à ce moment-là cofondateur du mouvement de la tendance islamique. Ensuite rédacteur en chef du journal d'Ennahda, secrétaire général d'Ennahda en 90. Ensuite vous avez été arrêté cette même année. Vous allez passer plus de 16 ans dans les prisons de Ben Ali. Et enfin, après la révolution de janvier 2011 et les élections du 23 octobre de l'année dernière, votre parti, Ennahda, remporte plus de 41% des voix. Et en décembre, donc, vous êtes investi chef du gouvernement tunisien. Alors, avant de commencer cet entretien, Monsieur Djebali, je vous propose de revenir quelques instants sur ce qui s'est passé en Tunisie depuis le mois de janvier 2011, depuis la chute de Ben Ali. Un rappel avec Sandrine Gomez. 14 janvier 2011, c'est le jour où tout a basculé en Tunisie. Face à la révolte populaire qui clame démocratie et liberté, le dictateur Ben Ali tombe après 23 ans de pouvoir. La chute de la dictature a libéré la parole et fait tomber la peur. Désormais, tout le monde peut s'exprimer et en octobre dernier, pour la première fois, des élections libres sont organisées dans le pays. Contre toute attente, c'est un parti religieux, Ennahda, qui l'emporte. Ses membres se présentent comme des islamistes modérés, respectueux de la démocratie. Avec 89 sièges sur 217, ils sont majoritaires à l'Assemblée, chargés de rédiger une nouvelle constitution. Le pouvoir confié à Madi Djebali s'organise finalement en coalition avec les partis du centre-gauche. À Monsef Marzouki, le leader du Congrès pour la République, le poste de président, Moustapha Ben Jaafar, le chef d'État catholique, devient lui président de l'Assemblée. Mais depuis 1 an et demi, le climat s'est détérioré dans le pays. Pauvreté, croissance en berne, des touristes absents et un taux de chômage des jeunes de 40%. Partout, la jeunesse tunisienne fait entendre sa voix comme ici, à Tunis le mois dernier. Nous voulons des emplois pour les milliers de diplômés au chômage et les gens corrompus doivent rendre des comptes. Et désormais dans la rue, il y a d'un côté les partisans d'une Tunisie laïque, de l'autre, des extrémistes religieux de plus en plus présents. Réprimés sous Ben Ali, les salafistes multiplient les coups de force. En mars dernier, ces images ont choqué la Tunisie. Sur le toit de la Manouba, principale université du pays, un manifestant salafiste remplace le drapeau national par celui de l'islam radical. En décembre, l'université était bloquée par une 50aine d'extrémistes. Leur revendication, une salle de prière et le port du niqab pour les étudiantes dans les salles de cours. L'État, qui attendra 1 mois avant de les déloger, est une nouvelle fois accusé de laxisme. Des extrémistes qui n'hésitent plus en juin à s'en prendre aux postes de police, aux sièges de syndicats ou de partis politiques. À l'origine de ces violences, une exposition d'art contemporain sur l'islam qui a déplu aux salafistes. Ce sont les salafistes qui ont provoqué ces émeutes, des salafistes violents. Ils ont profité de la situation pour menacer nos institutions. Si les coupables seront jugés, assure le pouvoir, ils donnent aussi des gages aux islamistes. Une plainte sera déposée contre les organisateurs de l'exposition. Un débat religieux qui s'invite aussi au cœur du débat politique. Face aux manifestations contre cet islam radical qui inquiète nombre de Tunisiens, Ennahda, divisé sur la question, a finalement renoncé en mars dernier à inscrire la charia, la loi coranique, dans la Constitution. Le nouveau gouvernement islamiste modéré oscille donc entre prudence et ambiguïté. Monsieur le Premier ministre, vous êtes au pouvoir donc depuis 6 mois. Il y a eu, on l'a vu dans ce reportage, beaucoup de confusion, parfois des émeutes, de la violence, un couvre-feu pendant quelques jours, des islamistes radicaux, des salafistes qui sont très présents dans le débat politique, peut-être trop présents, les partisans de l'ancien régime aussi, de la dictature de Ben Ali, qui n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Je voudrais commencer en vous demandant quelle est votre vision de la Tunisie d'aujourd'hui. Comment va votre pays selon le Premier ministre tunisien ? Je Je veux parler en toute franchise.
هذا الشريط القصير D'abord, à propos de ce petit الذي documentaire يصور تونس وكأنها qui تسقط présente la Tunisie comme si elle était في الأنارشية والكون. tombée dans l'anarchie ou le chaos. هذا ولا أتهم المصور. هذه ليست Je n'accuse pas البلاد le photographe, أو الشعب التونسي. mais ceci n'est pas la vérité. هذه الصور لم du تأتي pays. من عدم. Ça, ce n'est qu'une partie parce que ces Quelle est votre photos vérité alors? ne viennent pas de rien du tout. لابد أن نعلم أننا نحن الآن في مرحلة ما بعد الثورة. Nous devons savoir que nous sommes actuellement en période post-révolutionnaire, كأن ما بعد الزلزال comme الأرض si c'est après ترتج la secousse, ومحاولة لإيجاد توازن جديد في البلاد بين القوى الفاعلة. nous essayons de trouver un nouvel équilibre الثورة تبحث dans le عن pays. استقرار. La révolution cherche la مهم جداً stabilité. هذه أن نعرف Important de جرى في savoir بلادنا أقل بكثير مما جرى في بلدان أخرى. que ce qui s'est passé dans notre pays est beaucoup moins que ce qui s'est passé dans d'autres pays. ليست كل حقيقة تونس. Donc, ce que vous avez présenté, c'est une vérité, mais pas toute la vérité de la Tunisie. La vérité que je veux défendre, c'est que le peuple tunisien va aller au juste milieu et déniant tout extrémisme. Aujourd'hui, la liberté d'expression n'est pas menacée en Tunisie? Vous pouvez vous promener en Tunisie, regarder, lire les titres. Presque tous les titres sont là pour critiquer l'administration, le gouvernement. Avant, tout article dans ce sens donnerait directement la voie à la prison. Bruno Darou. Monsieur Kebali, vous estimez donc que comparé à d'autres pays qui vivent aussi des périodes de transition, on pense bien sûr à l'Égypte, à la Libye, la Tunisie s'en sort mieux en quelque sorte et que la transition démocratique pour vous est assurée? نعم لأسباب واضحة. J'ai des raisons claires. هناك مقومات النجاح أكبر في تونس. Il y a plus de chances de réussite en Tunisie. Pourquoi? Voilà. في تونس هناك اتفاق En Tunisie, il y a يكون واسع على un نمط consensus المجتمع. qui est assez vaste sur le genre de la société, الموديل السوسيال. le modèle social. هذا فيه قاعدة كبيرة متفق عليها. يقوم Il y a عليها une الرجال. grande base où tout le monde est d'accord. الانتخابات. La liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme, الاعتدال والاحترام الهوية. le هذا respect. متفق عليه تقريبا مع كل التونسيين إلا من أراد أن يستثني. Ceci est un consensus de tous les Tunisiens, sauf ceux qui veulent se soustraire à ça. Et ceci est la force du peuple tunisien, parce qu'il est modéré. لهذا ستنجح الثورة التونسية. Pour ça, la révolution tunisienne va réussir. Et l'exemple tunisien réussira. Isabelle Mandreau. Cependant, Monsieur Jebali, des artistes ont été menacés de mort et sur ce point, le gouvernement a paru hésiter. Par exemple, l'imam Labidi il avait été annoncé qu'il serait sanctionné parce qu'il a tenu des propos appelant au meurtre. Et pourtant, ce vendredi dernier, une semaine après ses déclarations, il prêchait encore dans la mosquée de Tunis. نحن لا نريد أن نتدخل في القضاء. Nous ne voulons pas intervenir dans la justice. كل تجاوز للقانون. Tout ce qui est au-dessus de la loi et toute plainte, هذا الشق أو من غيره. quelle que soit la partie, بكل جدية. إذا كان هناك من تضرر sera traitée avec tout le sérieux. سيجد القضاء ينصفه. S'il y a des gens qui se لكن sentent لن نقبل أي تجاوز للقانون وأي القيام بدور الدولة. Soyez sûrs que nous n'acceptons aucune infraction à la loi de la part de quiconque. قام خطيبا في الزيتون وغيره أنه إذا طلبه القضاء سوف يفلت من القضاء.
Tout de même, quelle est votre analyse, Monsieur le Premier ministre, de la mouvance salafiste en Tunisie? Ça veut dire combien sont-ils, selon vous? Sont-ils populaires? Et quelles sont leurs intentions à moyen ou long terme dans votre pays? شوف Ben Ali أخطأ خطأ كبير Ben Ali a fait une très grande erreur en s'attaquant au fléau social. السلفية أو ما يعبر عليه بالسلفية وإن كنت لا أريد Les salafistes, ou ceux qu'on appelle salafistes, même si je ne veux pas utiliser ce mot, est quelque chose de social. Ces gens ne sont pas venus de notre planète. Ils sont venus du fin fond de la Tunisie. Ils expriment ce que pense le peuple tunisien. Des islamistes, des socialistes, ces gens-là sont venus parce qu'ils ont trouvé le vide idéologique, et aussi le contexte social et économique. On va reparler du contexte social et économique qui est très important, mais sur le nombre des salafistes, en tout cas les salafistes, disons, les plus dangereux, les plus radicaux, vous avez une estimation? Non, je n'ai pas de chiffre exact. Les chiffres sont donnés par les élections. Nous, on les a appelés à rejoindre un parti qui croit dans les valeurs démocratiques et qui participe aux élections parce que ceci est une occasion ouverte à tous les Tunisiens. On leur a dit pourquoi vous voulez travailler en dehors de la loi. Maintenant, il n'y a plus de discrimination. Vous pouvez avoir votre parti, vous pouvez avoir votre journal. Si vous avez des idées qui peuvent convaincre le Tunisien, allez-y. Vous pensez que ces mouvements, même parmi les plus radicaux, sont solubles dans la démocratie? Vous pensez pouvoir récupérer ces mouvements dans la démocratie tunisienne et dans un parti politique? Nous ne voulons pas contenir ou récupérer. On veut que tout le monde joue le jeu démocratique, avec des règles démocratiques, qu'il participe aux élections et qu'on laisse le peuple choisir ses électeurs et ses représentants, absolument dans le jeu démocratique. C'est ce qu'on a demandé pour tout le monde, ceux-ci comme ceux-là. Il faut jouer le jeu démocratique, il faut croire à la démocratie. Bruno Darroux. Alors, vous avez quand même agi, et vous nous avez dit tout à l'heure que vous croyez dans le rôle de la justice, mais quelle est quand même votre position politique sur les exactions commises par certains militants salafistes? On l'a vu dans le documentaire, des saccages de commissariats, de débits de boissons. Quel est votre positionnement par rapport à ce genre de comportements qui n'apparaissent pas très démocratiques? Nous appliquons la loi. Tout simplement. C'est notre position. Sans extrémisme aussi. Et il faut que cette loi respecte les droits de l'homme. C'est ainsi que nous voulons avoir un régime démocratique, mais un état de qui droit. doit appliquer la loi. Ils ont quand même tort de faire ça, selon vous? Ils ont tort de faire ça? Ce n'est pas bien qu'ils fassent ça? Absolument. Ils ont tort. Parce que tout simplement, ils veulent imposer par la violence un point de vue dans un milieu démocratique libre. Et Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas eu de laxisme ou de passivité des forces de l'ordre? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que nous voulons avoir une police républicaine maintenant, qui ne cherche pas la couleur ou l'esprit,
Elle traite avec les faits. Pas selon ceux qui sont derrière la couleur ou l'appartenance, tout simplement. Politique ou religieuse. Absolument. Tout simplement. Oui, Isabelle Mandreau. Récemment, le ministre de l'Intérieur, Ali Riyad, avait parlé d'un affrontement inévitable avec la branche la plus radicale des salafistes. Est-ce que vous pensez que cet affrontement est encore à venir? Et par ailleurs, il y a eu un message du chef d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri, incitant les Tunisiens à se soulever pour réclamer la charia. Est-ce qu'il y a une tentative d'implantation d'Al-Qaïda en Tunisie? Vous savez que parmi les plus grandes causes du défaite de l'Al-Qaïda, c'est la réussite de la révolution tunisienne, qui a donné l'alternative de changement. Et la révolution tunisienne a donné une autre alternative. C'est ça qui a fait peur, a fait mal à voir tout autre. Parce que nous avons maintenant un modèle pour un changement radical, mais démocratique dans les pays arabes et dans le monde musulman. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Premier ministre, avec ce qu'a dit Rachid Ranouchi, donc, qui est le leader d'Ennahda, en disant que le projet d'Al-Qaïda était un projet de destruction et de guerre civile? Vous êtes d'accord avec ces propos? Quand on s'adresse aux gens avec violence, c'est la destruction, tout simplement. La destruction matérielle, et spirituelle, et intellectuelle. C'est quoi? Utiliser la force, c'est quoi? Surtout lorsqu'on peut s'exprimer autrement. Mais on peut toujours chercher un alibi, une excuse, entre guillemets, à l'utilisation de la force, malgré que c'est toujours un mal. Lorsqu'on est devant une dictature, mais lorsqu'on est dans un pays démocratique qui veut instaurer la démocratie, la liberté, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas comment dirais-je, les preuves pour s'exprimer de cette façon-là. Dans tout ce que vous venez de dire, vous venez un peu de décrire le modèle de société que vous souhaitez à votre pays pour l'avenir. On a parlé tout à l'heure dans le reportage du résultat d'Ennahda aux élections, plus de 41% des voix. C'est important, donc je voulais voir un petit peu avec vous, quel est votre parti Ennahda? C'est un parti islamiste, c'est un parti musulman, c'est un parti conservateur, c'est un parti libéral. Où est-ce que vous vous situez? Ça fait pas, je ne sais pas. C'est une question qu'on se pose à l'extérieur. J'ai vécu 9 ans en France. Je sais que c'est votre droit de classement des partis. Droite, gauche, révolutionnaire, je ne sais pas quoi encore. C'est un modèle social. Il y a des partis, voilà. L'Ennahda, c'est une expression sociale, populaire, d'un peuple qui est ancré dans son identité profonde, historique, religieuse, civilisationnelle. Mais... Pas d'étiquette. Mais... Hein, pardon? Pas d'étiquette. Vous ne voulez pas... Non, je veux chercher une définition. Absolument. Mais qui, avec tout ça, c'est un pays que c'est une plateforme, une rencontre entre des civilisations, un brassage de civilisations, ouvert, comme sa géographie, avec sa pointe qui tend vers l'Europe, et avec ses racines, enracinement dans l'Afrique, et son étendue vers le monde arabe. Tout ça fait la Tunisie, tout ça fait le peuple tunisien. Je ne veux pas dire que l'Ennahda, c'est l'expression, la seule expression. Oui, parce que sinon, il faudrait un parti unique, alors, à vous entendre. Non, pas du tout. Et je le dis franchement. Oui. Le peuple tunisien n'acceptera jamais maintenant l'unicité de ce parti. La Tunisie est plurielle, comme ses expressions, elle est plurielle. Donc, tout ça
et avec d'autres partis. L'Ennahda, c'est une des composantes. Alors, appelez-le, je ne sais pas, inspiration islamique, mais elle est démocratique, elle croit à des valeurs très profondes. On s'interrompt 2 minutes, on se retrouve tout de suite après. Allez-y. Deuxième partie d'International, on retrouve notre invité depuis Tunis, le Premier ministre, le chef du gouvernement tunisien, Madi Djebali. Tout de suite, une question d'Isabelle Mandreau. Oui, le Ennahda tiendra bientôt son congrès pour la première fois depuis 24 ans, sorti de la clandestinité sur le sol tunisien. Son président, Rachid Ranouchi, a annoncé que Ennahda renonçait à l'inscription de la charia dans la Constitution en cours de rédaction. Est-ce que c'est une décision partagée par tous les militants ou est-ce que ça fait encore débat ? Pas seulement par les Nahdaouis, je crois que par la plupart des Tunisiens. C'est un fort problème. On doit s'entendre tout d'abord par la signification de la charia. Pour nos amis européens, pour le monde, pareil, pour une partie de la Tunisie, la charia, c'est couper la main, la tête, appliquer je ne sais pas quoi. Moi, je vais dire pour nous, c'est quoi la charia si je veux utiliser ce mot. Pour moi, la charia, ou bien la loi divine, si je peux l'interpréter, la conception même de l'islam, c'est les libertés. Pour moi, les libertés, c'est ma charia. La démocratie, c'est ma charia. Le développement, c'est ma charia. Servir l'homme, c'est ma charia. L'amour des gens, c'est ma charia. OK? Tout le reste, c'est... Je crois que c'est un message de l'humanité, ces valeurs universelles, que les gens veulent interpréter comme des valeurs du Dieu, envoyées par les messagers, à travers les messages. C'est ça la charia, pour moi. Donc ce n'est pas un sujet qui fera polémique ou qui non, sera c'est un dénominateur commun de tous les Tunisiens. Non, mais pendant le congrès de votre parti, c'est une question qui ne fera pas débat. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que depuis qu'il s'est formé à travers le mouvement tendance islamique, après l'Ennahda, après je ne sais pas quoi, il peut changer de nom, ce sont les fondements même de ce parti, de cet rassemblement. Les principes qui se basent sur des valeurs universelles, que nous croyons que c'est nos valeurs partagées avec tout le monde. Tout simplement, c'est ma charia. Monsieur le Premier ministre, la nouvelle Constitution qui est en train de se mettre en place en ce moment par la Constituante, elle sera prête en octobre? J'espère bien, vraiment. Moi, tous mes vœux, je vais lancer un vœu à tous nos représentants qu'il accélère. Moi, j'ai dit à M. Moustapha Ben Jafr, le président, il m'a dit on va faire 2 séances. Je prie M. Moustapha, faites 3 séances, il faut travailler jour et nuit. Pas seulement parce qu'on doit passer très vite, mais on a besoin de cette constitution pour encore consolider l'état de droit, l'état démocratique, le modèle social. Et aussi, peut-être juste après la rédaction de la Constitution, de nouvelles élections? Le plus tôt possible, parce qu'il sera certainement la loi électorale, avec quelques lois pour faciliter le déroulement des élections. Possible. Mais le plus tôt possible, on doit aller le plus vite possible. Vous avez déjà une date en tête? Moi, nous avons annoncé mars 2013. Peut-être avant? Peut-être avant, ce sera mieux. Pourtant, vous souhaitez que ce soit avant, peut-être en janvier, au moment de l'anniversaire de la... Si c'est possible, toujours ce sera mieux. L'ancien président de la commission électorale estime que le délai du mois de mars est déjà trop court pour organiser des élections. Alors, est-ce que vous pensez que ce sera réalisable? Non, c'est pas vrai. On avait assez de temps. Vous savez, nous avons maintenant... l'année dernière, nous avons fait le temps de préparation, et préparation, c'est 4 mois, 5 mois. Et nous n'avons pas ces habitudes d'organiser. Maintenant, nous avons au moins une infrastructure qui est toujours prête. Je crois qu'on aura
au maximum besoin de 4-5 mois, pas plus, pour préparer des vraies élections. Et heureusement, nous avons donné une belle image des élections prochaines. Justement, dans la perspective de ces élections, celui qui fut le premier Premier ministre après la chute de Ben Ali, Kaïd Essebsi, a annoncé donc la création d'un nouveau parti il y a quelques jours, l'Appel de Tunisie, un parti laïque, ouvertement libéral. Est-ce que vous pensez que ce sera la grande force d'opposition à Ennahda, à votre parti, dans l'avenir en Tunisie? Comme chef de gouvernement, je n'ai pas à porter un jugement. Je suis le chef de gouvernement de tous les Tunisiens. Elle est très divisée, l'opposition, pour le moment. De tous les Tunisiens. Moi, je dirais, soyez les bienvenus à tout le monde. Nous allons traiter ce problème avec toute démocratie et liberté. C'est au peuple tunisien de juger, d'en juger, si oui ou non est l'alternative de Ennahda ou d'autres partis. C'était pas moi de juger. Alors, est-ce qu'en tant que chef de gouvernement, pour revenir une minute sur votre parti, quelle est votre appréciation sur le rôle exact du leader d'Ennahda, Rachid Ghannouchi? C'est lui, parfois, qui rencontre le puissant syndicat UGTT pour apaiser certaines tensions. C'est lui aussi qui annonce des décisions importantes. Alors, quel est le rôle exact de ce chef de parti par rapport à vous, notamment? Vous savez, même au sein de l'Ennahda, avant d'arriver au pouvoir, moi je dis franchement, nous étions un parti démocratique. Lorsque j'étais président d'un mouvement, j'ai une seule voix dans le bureau exécutif, pas plus ni moins. Et jusqu'à nous exerçons cette démocratie, même au temps les plus difficiles. M. Ennahda est le président du mouvement, il n'est pas un dictateur, il n'est pas le seul chef, le seul leader et le chef, c'est vrai. Non, mais on peut avoir et je crois que nous avons de très bonnes traditions démocratiques. On peut avoir parfois l'impression qu'il fait un peu votre job, à la place du Premier ministre. S'il rencontre des gens, des dirigeants, c'est tout à fait le rôle des présidents des partis. C'est normal. Une question avant de passer à la situation économique qui est probablement la plus importante. Oui. Une question encore sur le point de vue politique, puisque M. Essebsi, donc, avec son parti, tend ouvertement la main aux anciens partisans du régime de Ben Ali. Est-ce que vous allez reprendre une loi pour interdire aux élections ces partisans de l'ancien régime, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant les élections de la Constituante? Écoutez, et je le répète, comme chef de gouvernement, je dois défendre les libertés fondamentales. La punition doit être individuelle, pas collective, tout d'abord. Mais toute révolution a le droit de se défendre, mais elle doit se défendre légalement, dans le respect des libertés et de l'état de droit. Tout simplement. À propos de justice. Reste maintenant la position des messieurs les députés. Moi, je vous ai dit mon avis. Ma réponse là-dessus, on doit respecter les libertés. Monsieur le Premier ministre. S'il y a un problème, c'est à la loi, à la magistrature de se prononcer dans le respect de ces libertés. Alors, à propos de justice, il y a ce qu'on appelle en Tunisie pour l'instant une justice transitionnelle, c'est-à-dire la justice de la transition. Il n'y a pas eu de véritable épuration, il y a eu très peu de procès. Une justice quand même assez lente, en tout cas c'est l'avis de certains. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de tourner la page et que la Tunisie de demain peut se construire sans juger en fait les années de la dictature? Excusez-moi de se prononcer en arabe parce que c'est une question un peu délicate. Je vous en prie. Je dois préciser. OK. Il faut la tolérance. Il faut absolument... Oui, mais pas avant... Et le plus tôt possible. Oui, dans le cadre de la loi. Et le plus tôt possible. Pour tourner cette page. La situation politique ne permet pas de rallonger cette période. Ça serait très chaotique pour notre situation. Notre peuple, les investisseurs,
les étrangers. La visibilité politique, économique, sociale est le plus tôt possible. L'intérêt de la Tunisie est de tourner cette page, mais avec la considération, en prenant en considération les droits de ceux qui ont été opprimés. D'accord. Bruno Darou. La tolérance, oui, mais beaucoup d'observateurs, de commentateurs estiment qu'il y a quand même un retour ou un maintien des anciens du RCD, soit au sein de l'appareil sécuritaire, soit au sein même de l'économie. On parle du gendre de Ben Ali, Marwan Mabrouk. On parle aussi du rôle d'un ancien conseiller de M. Ben Ali, Kamal El Tayef. Selon certaines rumeurs, il serait devenu en quelque sorte l'un de vos conseillers. Alors, Kamal Tayef ? Il y a des rumeurs, ce n'est pas une... Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces, justement, peut-être rumeurs ou allégations sur la présence des anciens du RCD au sein de l'appareil de sécurité et au sein de l'économie? C'est injuste de prononcer un nom avant qu'il passe devant la loi. Ça fait préjudice. Même si je crois à mon intérieur profond que ce bonhomme, que ce monsieur a commis des... Il faut respecter les gens. Ça fait porter préjudice. Surtout pour les hommes d'affaires, même pour les politiciens. Donc, gardons-nous d'évoquer des noms. Alors, sans évoquer des noms, est-ce qu'il y a des Sans anciens évoquer du des RCD? noms, je sais que la tête de la RCD était décapitée ou bien éliminée, mais je sais aussi qu'ils sont là. Pas les RCD, non. Il faut faire attention aussi. De porter préjudice ou de justice ou de cette... la punition, comme j'ai dit, comment dirais-je, plurielle ou collective. Non, attention. Ça ne veut pas dire qu'un adhérent des RCD est tout à fait... Ou bien il doit le punir, ou il a exécuté des choses. Non. Il faut faire la différence. Monsieur le Premier ministre, je comprends l'importance. Je comprends l'importance. C'est pour ça, je termine. Oui. Ils sont là, ils sont partout, je sais. Et c'est parce qu'on a choisi cette méthode, pas lente, mais sage, Et pas d'épuration. de ne pas faire des gaffes, porter préjudice. Mais attention aussi à la lenteur, parce que le peuple tunisien demande aussi des comptes. Justement, je voulais parler peut-être Les quelque chose. jeunes, surtout, veulent voir absolument que ceux qui ont porté préjudice au peuple, à notre nation, à nos jeunes surtout, soient traduits devant la justice, et le sont. Justement, peut-être la chose la plus importante aujourd'hui, vous parlez de la jeunesse, et en particulier pour la jeunesse, c'est la situation économique de votre pays. Il y a eu moins de touristes, tout le monde le sait, il y a plus de chômeurs, à peu près 20% officiellement, pas de croissance, des prix en hausse. Il y a aussi une cassure entre les régions côtières et l'intérieur de votre pays. Est-ce que la vraie question aujourd'hui en Tunisie, c'est pas l'économie? Pardon ? Est-ce que la vraie question aujourd'hui en Tunisie, c'est pas l'économie? Bien sûr. Le social et l'économie, surtout. Mais attention, ces problèmes ne sont pas indépendants des autres problèmes fondamentaux. Les choix politiques. La politique, le choix politique est la clé des problèmes. Je veux dire les libertés. Il faut se baser sur ça. Sans liberté politique, économique, sociale, rien ne se fera. Donc, c'est par la clé de la politique qu'on va y résoudre en grande partie des solutions. Vous savez, c'est quoi la clé politique? C'est la transparence, c'est la bonne gouvernance, c'est une question politique qui a des retombées, qui ont des retombées sur la vie sociale et économique. Il faut que tout le monde joue le jeu. Absolument. Il faut que les banques jouent le jeu, il faut que les investisseurs jouent le jeu. Absolument. Et j'ai dit à tout moment à tous nos investisseurs, surtout les locaux, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez Qu'est-ce qu'ils attendent? le résultat, pile ou face, vous n'allez vous n'allez pas faire des sacrifices. Il faut investir dans la démocratie pour avoir le bon investissement social et économique. Il faut investir dans la politique. Les investisseurs tunisiens sont trop timides, ils attendent. Vous savez comment on dit en français, Rasmel et Jeben. Le capital est lâche et dépourvu de tout courage. Le Rasmel,
Et Jebel, la traduction est là, je ne sais pas. Il veut... Bon, c'est tout à fait normal que les investisseurs cherchent le profit, cherchent le bon milieu des affaires. Mais il faut jouer le jeu. Dans une révolution, il faut jouer le jeu. Même le capitaliste doit jouer le jeu. Les hommes d'affaires jouent le jeu. Sinon, si vous attendez le résultat, certainement vous aurez le résultat qui vous déplaise. Alors, n'attendez pas, je dirais à tous nos hommes d'affaires, il ne faut pas attendre. Qu'est-ce que vous attendez? C'est un engagement. Pas avec le gouvernement de la coalition ou avec le gouvernement, c'est l'engagement à travers le pays, à travers notre peuple et notre nation. Le capitalisme est frileux ou Jebel, c'est ça le mot, je crois. Vous êtes maintenant au pouvoir depuis 6 mois, c'est court, mais c'est quand même déjà une première étape qui a été franchie. Qu'avez-vous fait pour les régions du centre, Redeyef, Gafsa, Metlaoui? Pourquoi la production minière est-elle toujours bloquée? Est-elle toujours plus ou moins en panne? Est-ce qu'il n'y a pas des urgences et qu'est-ce que vous faites pour répondre? Il y a urgence. Nous avons présenté un programme qui est détaillé, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour présenter à tout le monde, à l'opinion publique, à l'Assemblée, à nos partis d'opposition, à tout le monde, et qui stipule des urgences, et surtout envers ces régions pauvres. Vous savez que, par exemple, les investissements, la part du budget d'investissement pour les régions était 25% pour les régions intérieures, avant, au moment de Ben Ali, et 70 ou 80 pour la côtière. Maintenant, on renverse. Ce n'est pas parce que ces régions côtières, maintenant, ils sont développées. Non, non, non. Mais il faut faire un équilibre. Et nous avons besoin vraiment d'un effort pour toutes nos régions, mais surtout pour ces régions. Donc, nous avons pour la première fois un budget exceptionnel pour le développement régional. 6 500 millions de dinars. La moitié, c'est-à-dire 3 000 et quelques millions d'euros. 3 milliards d'euros, oui. 3 milliards. 3 milliards d'euros. Pour les régions. 70 à 75% pour les régions. Alors, pour l'infrastructure, l'emploi, l'aide sociale, c'est-à-dire pour les familles nécessiteuses, et surtout pour l'infrastructure et l'emploi. Donc, ça, c'est un effort. Est-ce qu'on peut le réaliser tout dans un laps de temps très court? Ça, vous le savez, c'est un héritage d'un demi-siècle de gouvernement, de mauvaise gouvernance. Et j'en suis certain qu'on peut faire quelque chose. Mais l'essentiel, c'est de le lancer et dans une ascension de réalisation des objectifs qui sont l'objectif de la révolution. Vous savez que c'est compliqué parce qu'après une révolution, il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup de colère, Absolument. Il y a beaucoup de frustration. Absolument. Et là, vous demandez à ces Tunisiens du centre d'être patients, en quelque sorte. Je peux pas demander à nos jeunes, surtout, d'être patients. Ils en ont marre de ce mot, patienter. Mais le problème est là. Notre problème, c'est que tout le monde demande et en même temps. Et le plus tôt possible. Et la situation, surtout économique d'un pays, ne s'y prête pas. Et vous le savez très bien, nous sommes un pays qui n'a pas de ressources naturelles et qui a vraiment hérité d'une lourde charge de déficit de cette pratique de fraude et d'habitation des capitaux, des biens du peuple. Donc nous sommes là, c'est une situation qu'on reconnaît. Les marchés vous surveillent d'ailleurs, l'agence Standard & Poor's a dégradé absolument, la dette tunisienne. Et ils nous notent d'après 2011 aussi. Est-ce que vous avez besoin de l'aide internationale ou la Tunisie peut s'en sortir toute seule? Non. Personne, même les États-Unis d'Amérique ne pourraient pas dire ça. Toujours, surtout, envers nos amis, nos alliés, l'Europe, l'Amérique. Qui ne va pas bien, l'Europe ne va pas bien. Donc la situation si ça tombe mal, oui. Parce qu'ils sont aussi dans une situation un peu difficile. Mais après tout, la Tunisie, qu'est-ce qu'ils demandent? Moi, je l'ai dit, un petit plan Marshall pour la Tunisie. Un grand plan Marshall était consenti pour l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et qui va financer ce plan Marshall? La dette européenne?
En partie, oui. Pourquoi pas? L'Allemagne a fait aussi ce geste. Et je demande à nos amis, les Français, les Italiens, tout le monde. Tout d'abord, nous comptons sur nos propres moyens. À propos, vous Nous parlez... le ferons. Mais Pardon. un modèle démocratique, un printemps arabe, et vraiment, il y a des chances de réussir dans un pays comme la Tunisie. Alors. Il y a vraiment, ça nécessite cet effort. Vous venez de parler de la France. Parlons des relations avec la France. Vous irez en France dans quelques jours. Je crois que vous pouvez nous avec l'annoncer. un grand plaisir, le 28. Le 28 pour juin, participer dans une fois, je vois c'est porte-maillot, quelque chose comme ça. Vous allez pour les petites et moyennes entreprises. Voilà, j'ai vraiment le plaisir d'être là, de les accueillir. Donc, ils m'ont adressé cette invitation avec un grand plaisir. Alors ça, c'est au niveau économique, mais au niveau politique. Politique, j'irai voir certainement M. le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Et puis, c'est vraiment un très bon souvenir pour moi aussi de revenir à Paris. Oui. Et à cette occasion, j'aurai certainement... Oui, vous avez vécu plusieurs années. On se rappelle quand même de l'attitude ambiguë de la France au moment de la chute de Ben Ali. Oui. On pourrait rappeler l'affaire de Madame Alliot-Marie. On a vraiment maintenant oublié tout ça. Non, mais en on va même temps, tourner la page. Vous avez été déçu à ce moment-là par l'attitude de la France? Non, pas du tout déçu, mais un petit peu choqué. C'est encore Et j'ai téléphoné à monsieur l'ambassadeur ici. Bon, je lui dirais, écoutez, la Tunisie a besoin maintenant, pas des leçons et pas une quarantaine pour les voir, est-ce qu'ils vont réussir ou pas. Elle a besoin d'un encouragement et d'un engagement. Je crois que la position a été rectifiée et cette été bien reçue. Je crois maintenant il n'y a pas de problème. Il ne faut pas créer des problèmes. Surtout avec les amis français qui sont notre principal partenaire. Je crois qu'on va tourner la page, regarder vers l'avenir, un avenir où j'invite la France, l'Europe, de considérer la Tunisie comme un partenaire stratégique maintenant pour une stratégie de développement et de paix, une stratégie qui se base sur l'encouragement de l'avènement des démocraties dans le monde arabe. Mais donc c'est à la France de faire la démarche, c'est à la France d'être, disons, plus positive vis-à-vis de la Tunisie. C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que vous attendez plus du président Hollande que du président Sarkozy? Je crois qu'actuellement est positive, la lancée. Le discours, la volonté, je crois que je le sens très positif. D'accord. Sur cette question, Isabelle Mandreau? Non, je voulais passer à un autre sujet, en fait, sur le livre de Leila Ben Ali, en fait, qui vient de paraître. Peut-être que vous en avez eu déjà connaissance. C'est la première fois que le couple s'exprime, en tout cas, l'épouse de l'ancien président s'exprime. Est-ce que vous savez ce qui s'est réellement passé le 14 janvier? Est-ce qu'elle dit qu'il y a eu un coup d'État, finalement? Elle dit, dans la Révolution, il y a eu un coup d'État. Est-ce que vous partagez ce sentiment et savez-vous vraiment ce qui s'est passé? Un coup d'État ou autre, tout ce que je sais, ce 14 juillet, c'était la Révolution. C'est le fruit de la Révolution populaire. Qui s'est manifesté, qui a duré vraiment 30 ans peut-être de lutte, des militants qui ont vraiment payé le prix. Eh bien, c'est le résultat de cette résistance contre des dictatures. Certes. La plus grande dictature peut-être dans le monde. Y a-t-il eu coup d'État? Est-ce que le président a été poussé par... Tout cela, pour moi, ce sont des détails. Il est poussé par le peuple, tout simplement. Et un peu par l'armée par la aussi. Volonté populaire. Non. Alors, comment ils sont sortis, peu importe. Même si c'est l'armée qui a poussé Ben Ali dehors, c'est pas... Tout ce que je sais, c'est que notre armée a joué un très bon rôle et un rôle très positif. Et joue encore. Alors, je pense que ce sera le mot de la fin parce qu'il nous reste très peu de temps, mais je voudrais juste vous demander encore une question sur la place du français. Vous aviez commencé cette interview en arabe, vous l'avez pratiquement... c'est vous qui m'avez... Oui, vous l'avez pratiquement fait. Je veux faciliter aux Français. Oui, non, voilà. Bon, non seulement dans tes termes que je dois préciser, ou je tiens avec précision, je préfère le prononcer en arabe, mais pour faciliter les choses, je sais que les Français veulent écouter le français, parler. Oui, mais la langue française, c'est une langue d'avenir en Tunisie? Bien sûr. Vous l'avez prévu?
le français, c'est une langue vivante, je pense. Merci en tout cas d'avoir été l'invité d'International. Merci de nous avoir accueillis ici à Tunis. Merci bien et à bientôt à Paris. Merci.